La même chose. Moi, la phrase que je déteste le plus, c'est j'ai compris. Parce que juger de la sincérité d'un j'ai compris, c'est très compliqué. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui je suis avec Simon. Salut Simon. Salut Arnaud. J'ai une question fétiche que je pose à chaque fois que je commence un épisode avec un nouvel invité. La question est assez simple, c'est comment ça va ? Comment ça va vraiment ? Écoute, merci de poser une question aussi brute. Écoute, moi ça va très bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Je suis très heureux de faire ce podcast avec toi. Et puis ça va. Voilà, le plein de choses. Un été qui approche, le retour du beau temps, les tomates qui commencent un peu à sortir le bout de leur nez dans le potager, la réouverture des terrasses. Là, que dire de mieux ? Je pense que le plus dur est derrière nous et c'est tant mieux. L'ouverture des terrasses, c'est quand même exceptionnel. C'est vrai que ça fait du bien à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais, Simon, dans la vie ? Pourquoi est-ce que t'es sur ce podcast aujourd'hui ? Alors, je suis doctorant en économie, donc dans une entreprise qui s'appelle CAF France, qui est une entreprise qui fabrique tout type de matériel roulant ferroviaire. Donc nous, on fabrique des trains, on rénove des métros, on rénove des trains, on rénove des trams. On fait aussi du neuf en tram, en tramway, en métro, en RER et aussi en engin de maintenance ferroviaire et locomotive, locotracteur, donc tout type de matériel roulant ferroviaire dans la ville qui m'a vu grandir, à Bagnères de Bigorre, donc dans les Hautes-Pyrénées. Donc une ville pour laquelle j'ai un fort attachement puisque j'y ai passé toute ma jeunesse. Et donc j'y suis retourné pour travailler une fois que j'ai commencé cette thèse en économie. Donc, docteur en économie, on va être un peu loin du Lean là pour l'instant, parce que c'est un peu le sujet du podcast. Ça veut dire quoi en fait au quotidien ? C'est quoi ton métier au quotidien chez CAF ? Alors, moi, je me souhaite d'être docteur très rapidement. Il me reste encore un an avant de soutenir. Mais en fait, c'est très loin et très près à la fois. Le Lean, c'est pas quelque chose qui doit, pour moi, être cloisonné à un domaine d'activité. Et l'économie, c'est la même chose. Vous êtes tous des économistes. Aujourd'hui, Arnaud, tu as ta start-up, tu es un économiste. Parce que si tu ne l'es pas, ça va être très compliqué pour toi. Et donc, les gens, quand on gère un budget, quand on a sa paye en fin de mois ou en début de mois, qu'on a des crédits, etc., on fait tous de l'économie. Et ça, la comprendre, c'est une autre étape. Et pour moi, qui est essentielle. Et typiquement, on vient tous de déclarer nos impôts. Comprendre les grands mécanismes de l'économie, c'est à la portée de tous et c'est pour tout le monde. Et pour moi, c'est la même chose avec le Lean. Et le Lean, évidemment, on le retrouve énormément en économie parce que le Lean permet de faire du gain de productivité. Ce gain de productivité, il peut avoir un impact et il va en avoir un très fort sur l'économie et sur les finances de l'entreprise. Aussi, il faut savoir que l'économie est un domaine d'activité qui est rattaché à la gestion d'entreprise. Et la gestion d'entreprise, là aussi, on retrouve énormément de Lean. Aujourd'hui, dans le management, le Lean, il a une place prépondérante et c'est très important de faire le lien entre l'économie, le Lean, la gestion d'entreprise. Et c'est vraiment condenser ces domaines. Et moi, mon travail au quotidien, c'est de les condenser autour d'un projet innovant, donc dans lequel je dois créer le modèle économique. Donc ça, c'est vraiment le sujet de ma thèse. Donc je dois contribuer au modèle économique d'un système ferroviaire totalement innovant. Et donc dans ce modèle économique, on va retrouver bon nombre de tâches, notamment des tâches opérationnelles, de création de prototypes, etc., dans lesquelles on va pouvoir venir intégrer du Lean, de l'amélioration continue, dans le but d'avoir des gains de productivité qui viennent apporter une réponse financière
à mon problème de modèle économique. Donc voilà, par rapport à ta question, tout est lié et ces domaines d'activité, ces domaines de compétences, ces domaines de recherche, ils doivent s'imbriquer les uns avec les autres pour avoir un fonctionnement qui soit performant et optimal. Waouh, c'est bien expliqué. C'est une réponse qui englobe tout. Donc en gros, moi j'aime bien résumer les choses comme ça. Je répète et je suis sûr d'avoir bien compris. Moi j'ai compris qu'en fait toi t'attaquais l'amélioration continue directement par le côté économique, c'est-à-dire par un peu la fin, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire en début, ça va avoir un impact sur ce qu'on va générer comme argent derrière. Et donc du coup, tu as cette vision-là économique, financière. Je sais pas si financier, du coup, ça rentre bien. C'est une partie, je pense, de la partie économique de tout ce qui peut arriver et qui fait qu'au final, un projet va être pas rentable si on gère pas bien avant toutes les étapes. Alors, c'est à peu près ça. La seule chose que j'apporterai quand même, c'est que dans le Lean, dans l'amélioration continue, il n'y a pas que le côté économique. Alors oui, mon travail, c'est en partie de le traduire en un langage économique, mais il y a toutes les externalités qui vont avec, sociales, les externalités environnementales, les externalités qualité système aussi dans l'entreprise, que moi aussi je vais devoir traduire en un langage plus économique. Mais typiquement, pour te donner un exemple parfait, je vais définir ce que je dois définir sur 180 pages dans ma thèse, c'est qu'est-ce qu'un modèle économique. Et un modèle économique, la définition la plus simple et la plus compréhensible de tous, un modèle économique, c'est la façon dont on va générer du revenu. On parle de revenus financiers, mais on n'est pas obligé de parler de revenus financiers. Parce que quand on va avoir une externalité positive environnementale, sociale, de performance, de bien-être, c'est ça, on va le générer en revenus. Typiquement, je prends un exemple. Il y a une boîte qui est connue mondialement qui s'appelle Google. Google est la numéro 1 depuis presque 15 ans du bien-être en entreprise. Donc, à travailler chez Google, c'est un rêve pour énormément de gens parce que c'est les fameuses grandes images qu'on voit où il y a toute une méthode. C'est presque, j'irais presque à dire que c'est une secte parce qu'ils sont tellement entre eux dans un bonheur absolu au travail. Google aujourd'hui, si on prend toutes les externalités qu'ils ont, ils ont des externalités sociales qui sont énormes, ils ont un turnover d'employés qui est très faible. Une fois qu'on est chez Google, on va absolument y rester. Et en fait, cette externalité, on le retrouve dans le modèle économique. Parce que dans leur modèle économique, ils ont réussi, grâce à ces employés, à les conserver, à apporter des idées, à les faire augmenter de compétences et à rester au sommet dans leur entreprise. Donc voilà, tout est lié. Ok, je m'attendais pas à partir là-dessus. J'aime beaucoup. Et donc du coup, quand tu parles d'économie, bêtement, on va directement penser au côté financier, mais en fait, c'est pas que ça. C'est le modèle qui peut inclure une génération t'as dit une génération de valeur, c'est ça? C'est ça, une génération de valeur, de revenus financiers ou non. Ouais, une génération de revenus qui peut être financier, mais qui peut être autre chose. Ok. Et du coup, et c'est génial et donc CAF t'a embauché pour faire cette thèse-là chez eux. Et donc, ton objectif à eux, c'était de gérer la mise en place de ce nouveau projet, de cette innovation. Et donc, du coup, t'appliques ce que t'as vu en cours et t'appliques ta thèse, pas que, on va dire, dans les bureaux, aussi sur le terrain, quoi. C'est exactement ça. L'idée, en fait, de ce système ferroviaire innovant, elle vient de mon directeur de thèse. Et mon directeur de thèse s'est dit, voilà, c'est Jean-Pierre Domecq, donc qui est un élu, qui est directeur de recherche depuis plus de 20 ans à l'université de Pau. Et en fait, Jean-Pierre, il avait cette présence d'esprit de se dire, moi, j'ai une compétence qui est certaine en économie. On a pris aussi, j'ai un second directeur de thèse, Monsieur Josso, qui est un spécialiste de la gestion d'entreprise et du Lean. Il a vécu notamment plus de 10 ans au Japon, où il était enseignant en gestion au Japon. Donc, il a vraiment été bercé sur ce côté de Lean. Et en fait, il s'est dit, quel est le meilleur moyen pour mon doctorant de devenir un expert en innovation ferroviaire que d'être dans une entreprise qui fait des trains depuis 130 ans à Bagnères.
Donc c'est comme ça qu'on a été voir CAF, et CAF a joué le jeu à fond et a accepté de suite. Et donc j'ai été embauché par ce biais-là. Donc voilà, moi j'ai cette casquette donc de chercheur universitaire et de testeur sur le terrain. Et ça fait partie des choses qui moi me plaisent le plus, et c'est pour ça que, par rapport à ta première question, que je vais très bien, parce que moi je suis un vrai passionné, et c'est génial. Je pourrais te parler des heures de ce que je fais, que je m'en lasserai pas, quoi. Et ça tombe bien parce qu'on est là pour ça. Et du coup, sur le terrain, comment est-ce que, parce qu'en fait c'est ce qui est rigolo, c'est que là on prend le lean avec un axe un peu avec l'axe économique, justement, ce que tu disais. On le prend un peu du côté chercheur, où toi tu vas théoriser, tu vas réfléchir dessus. Et du coup est-ce que tu as un exemple sur le terrain d'une concrétisation du coup de tes recherches dans les usines, tu vois, c'est un peu ça qui nous intéresse aujourd'hui. La chance que j'ai, c'est que je peux m'appuyer chez CAF sur un pôle d'excellence opérationnelle qui compte 5 ou 6 personnes maintenant, je pense. Et donc, eux, vraiment, leur rôle, c'est cette amélioration continue sur la ligne de production, sur le terrain, et d'essayer de trouver des solutions pour permettre de gagner en performance, de gagner en sécurité. Parce que vraiment, la politique de CAF aujourd'hui, c'est safety first, et c'est pas que dans les mots qu'on le dit, c'est vraiment, on l'applique. Donc, on a vraiment une politique de sécurité qui est importante, et la manière dont on l'approche, elle est dans cette manière d'amélioration continue. Typiquement, pour donner un sujet très concret, on a eu, comme beaucoup d'entreprises, des entretiens individuels assez récemment, mais chaque employé qui a passé son entretien individuel avec son responsable devait arriver en proposant 2 améliorations sur la sécurité dans l'entreprise. Donc peut-être donc certains avaient des idées en disant moi je trouve que l'accès pour les voitures il est un peu dangereux parce que on croise potentiellement d'autres voitures qui arrivent dans l'autre sens, donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à améliorer. Et donc pour l'améliorer, typiquement je prends cet exemple, c'est vraiment au hasard, hein, mais c'est pour l'améliorer, on va faire un chantier Kaizen auquel on va regrouper des gens, on va discuter, on va dire quelle est la meilleure façon d'accéder au parking des employés. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui pourrait être envisagée? Et ça, en fait, là où chez CAF, c'est quoi, vraiment juste un chantier Kaizen pour ceux qui connaissent pas. C'est une sorte de réunion, mais où on va plutôt préférer le test storming au brainstorming. Donc j'entends par là que brainstormer, je me mets devant un tableau, je prends un mot et j'essaie de définir plein de mots qui viennent à l'esprit, plein de définitions qui me viennent, essayer de comprendre comment on peut améliorer des choses en étant vraiment dans une salle. Sur le chantier Kaizen, on est beaucoup plus proche du terrain, et donc là on va plutôt tester. On va dire si on passe là, est-ce que c'est mieux? Okay. Et typiquement l'exemple parfait, moi que je prends souvent quand j'enseigne, c'est quand vous faites une cuisine. Le test storming, c'est quand vous achetez des modèles en carton et que vous testez, vous dites si je mets le four là, est-ce que c'est mieux? Et c'est un peu l'idée du chantier Kaizen. Ok, une vraie mise en situation, quoi. On réfléchit pas dans un bureau, on va là où il y a le problème, là où on veut agir, et on essaye, on regarde, on se met en situation, quoi. C'est exactement ça. Ok. Et donc déjà je trouve ça très malin et très intelligent en fait de demander. Tu dis à tes employés voilà, l'objectif de l'entreprise c'est qu'il y ait c'est le zéro accident, quoi. C'est la sécurité de physique de tout le monde. Et du coup, est-ce que vous avez des idées, quoi? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez vu des choses sur le terrain? Donc le parking, tu vois, c'est très terre à terre, j'aime beaucoup, quoi. Et du coup, vous avez pris toutes ces idées, j'imagine, et créé des chantiers en fonction des différentes idées, des chantiers Kaizen, comme tu disais, pour après aller tacler ces problèmes et remplir cet objectif. C'est ça. Et moi, pour donner un exemple vraiment très personnel, moi j'avais proposé à mon directeur chez CAF, Franck Thérillon, d'interdire les cutters qui ne soient pas autorétractables. C'est-à-dire le fameux cutter où on met des crans et si on le lâche, la lame reste sortie. Et moi, je trouvais ça très dangereux parce que j'avais vu plusieurs fois en allant un peu sur le terrain que de temps en temps, moi le premier, on se passe le cutter,
pour ouvrir Ah tout un ouais. tas de choses, et on se le passe lame ouverte. Et moi, ça me posait un vrai problème. Et on avait eu un accident par le passé assez lointain avec justement une coupure. Et donc, ben ça a été typiquement, je l'ai proposé à la direction dans une des réunions qu'on avait en me disant, est-ce que vous pensez que c'est judicieux? On a fait un petit chantier, les personnes, les opérateurs de production ont testé certains cutters. Et on a choisi un modèle qui soit autorétractable et on a interdit sur site tous les autres modèles qui ne sont pas conformes à la règle qu'on a fixée pour tout le site. Et on est allé encore plus loin puisque Ok. on l'a interdit aussi aux extérieurs, aux sous-traitants. Donc typiquement, il y a un sous-traitant qui vient aujourd'hui chez nous, ben, il n'a pas le droit d'utiliser son cutter, il va utiliser les cutters qu'on va lui fournir pour des logiques de sécurité. Ok. Sécurité, du coup, qui va aussi avec c'est important de le rappeler aussi. Ça fait partie intégrante du Lean. La sécurité, ça va avec cette économie, avec cette génération de revenus, parce que si on a des accidents et des choses comme ça tous les jours, c'est fait partie aussi des erreurs qui ralentissent la production, quoi. Exactement. Tout ce qui vient, et ça c'est vraiment une règle japonaise, tout ce qui vient en contraire à la ligne de production est néfaste. Donc ça c'est vraiment le toyotisme pur et dur, hein, c'est-à-dire la ligne de production est vitale. Mm. Et donc je ne dois jamais l'arrêter. Et donc quand j'ai un opérateur qui se blesse gravement sur la ligne de production, ben c'est vraiment problématique. Donc c'est problématique pour lui, pour sa santé, c'est problématique aussi pour les autres, parce que quand on voit quand il y a des accidents, ben on n'a pas forcément envie non plus de se mettre en danger. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de la politique de l'entreprise, et pas forcément que chez CAF, mais de beaucoup d'entreprises, c'est de dire, moi, les opérateurs, ils arrivent en bonne santé le matin quand ils vont travailler, ils doivent rentrer chez eux le soir en bonne santé. Donc tout ce qui va permettre d'arriver à cet objectif. Donc typiquement, on a installé des bureaux manche debout, donc à taille haute pour rester debout et donc éviter les positions assises trop longues. On a essayé de mettre en place d'autres sujets. On a été aidé par des ergonomes. On a essayé aussi, donc là, on a par exemple sur le stockage, on passe par des nacelles de picking plutôt que par des échelles pour réduire le danger. Et en fait, cet objectif de ligne, il est là. Pourquoi ? Parce que certes, j'améliore la sécurité, mais quand je vais changer mon flux logistique, typiquement quand je vais faire du picking avec une nacelle, ben je gagne du temps aussi. Et donc, je vais améliorer ça. Mais la nacelle, elle va me donner des contraintes. Et ces contraintes, je dois les améliorer pour être le plus performant possible. Et ça, vraiment, on est plein dans le lean. Ok. Et on parle beaucoup là de succès, de choses cool. Moi, j'aime bien parler des choses qui marchent pas aussi. Tu vois, des échecs que tu as eu dans le lean, dans tes recherches, et de ce que ça t'a appris, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Tu vois, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais quand on fait une erreur, quand on est face à un échec, ben ça nous fait grandir, on apprend, et généralement on le refait pas 2 fois, ou alors on le refait pas 4 fois. C'est exactement ça. C'est l'échec, il fait partie. Enfin, moi, je prends ça comme un jeu un peu. Hein, ça fait partie du jeu. C'est évident. Alors moi, en tête, j'en ai un qui concerne plus ma thèse. C'est j'ai eu au début manque d'adaptabilité aux gens qui m'entouraient dans mon projet de thèse. J'entends par là qu'il faut s'adapter aux gens qui travaillent avec vous. Donc, quand vous travaillez avec quelqu'un qui est un directeur de thèse, qui a 30 ans d'expérience, qui a écrit des livres, etc., ben, si vous arrivez et que vous lui proposez des logiciels hyper pointus, de rapports très techniques, financiers, et que vous, au préalable, lui expliquez pas comment ça fonctionne, à quoi ça va servir, mettre vraiment une mise en situation, ben, vous allez à la catastrophe. Et moi, au début, j'allais à la catastrophe. C'est-à-dire que je parlais à un mur. Puisque moi, j'avais quelqu'un qui avait été habitué à imprimer des articles de thèse, les traiter, écrire presque à la main au début ces articles, ces recherches académiques, etc. Et moi, je suis arrivé en disant, j'ai trouvé un logiciel qui permet de transformer des données et qui va nous faire gagner un temps exceptionnel. Mais la façon dont je l'ai amené, la façon dont je l'ai mal expliqué, ça a été totalement contre-productif.
Et donc, ça fait partie aussi d'un des penchants du Lean, plutôt orienté système d'information. C'est la règle des 3 U. Donc, utile, utilisable et utilisé. Donc, c'est essayer de mettre en place des outils qui respectent cette règle des 3 U. Et moi, clairement, au début, j'ai un petit peu eu du mal avec ça. J'ai eu du mal avec ça, et notamment, j'ai revu ma façon d'aborder les choses en disant, bon, adapte-toi à la personne à qui tu parles, adapte-toi à ton interlocuteur, et apporte-lui des solutions qui soient adaptées avec ce que lui, il entend faire, et avec surtout ce que lui, il veut faire avec toi. Je trouve que le parallèle, il est génial avec j'imagine, tu vois, genre un ERP, un MES, une GPAO dans une usine, et tu veux que tout le monde l'utilise, et personne l'utilise. Et du coup, c'est à grande échelle, et toi, c'est à toute petite échelle, ça foire aussi. Donc c'est génial que les gens qui nous écoutent, tu vois, c'est des gens qui sont dans des usines, responsables de production, méthode, amélioration continue, directeur d'usine. Il y a peut-être d'autres types de gens qui nous écoutent, d'ailleurs, des opérateurs, des opératrices, peut-être, j'espère. L'idée, c'est j'aime bien essayer de me mettre à leur place pour vraiment rentrer dans le détail de OK, parce qu'en plus ton parallèle il est intéressant. Là, t'as voulu amener un nouveau logiciel, un nouvel outil, peu importe, tu vois, genre un nouvel outil complètement à l'opposé de ce que la personne que tu avais en face de toi utilisait avant. Donc on est d'accord, tu es un outil logiciel versus lui papier, tout à la main, etc. C'est quoi concrètement la première erreur que tu as faite quand tu as voulu mettre ça en place avec lui et que tu te rends compte maintenant, de manière très pratico-pratique? Moi, concrètement, c'est la façon dont j'ai abordé la chose. C'est-à-dire, pour moi, là, Arnaud, si j'avais dû te présenter la même chose, je l'aurais fait en me disant, Arnaud, il baigne dans cet univers-là, donc il va potentiellement comprendre ce sujet-là, et il va me suivre là-dedans, et il va être à fond. Et en fait, moi, je suis parti du principe que les gens seraient à fond derrière ça, ce qui n'a pas du tout été le cas. Toi, t'étais à fond. Comme moi, j'étais à fond. Donc moi, là, maintenant, j'ai pris, ce que ça m'a appris, c'est de prendre du recul sur les choses et dire, bon, on va d'abord faire un petit essai, une présentation, et après, on va discuter un peu plus en profondeur et voir si c'est adapté à l'utilisation qu'on en aura. Et donc moi, en plus, c'était un logiciel, bon, je tairai le nom, mais c'était un logiciel qui était quand même assez classique, entre guillemets, dans la gestion de projet. On parle pas d'un ERP, mais aujourd'hui, vraiment, ça fait partie du Kaizen, c'est de dire, dans un chantier, à qui je m'adresse et quel chemin je dois utiliser pour bien m'exprimer et pour bien être compris. Et moi, en fait, ça, je l'ai appris aussi dans l'enseignement, parce que j'ai la chance d'enseigner en tant que doctorant. Donc, j'enseigne sur tout ce qui est une partie un peu de Lean et beaucoup modélisation économique et management. Et en fait, quand j'enseigne, c'est un peu la même chose. Moi, la phrase que je déteste le plus, c'est j'ai compris. Parce que sujet de la sincérité d'un j'ai compris, c'est très compliqué. Et donc aujourd'hui, moi je préférais 100 fois mon directeur de thèse qui me dit Simon, moi j'ai pas compris, justement. Donc tu vas reformuler, tu vas me réexpliquer, on va prendre plus de temps, que quelqu'un qui va vous dire j'ai compris alors qu'il a absolument pas compris et qu'il n'a potentiellement pas du tout l'utilité. Et donc en fait votre solution, votre outil, il va rester dans un placard ou il va rester sur un ordinateur jamais ouvert. Et ça, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises. Mais en même temps, il est culturel, si tu veux. Moi, je me souviens l'avoir vu en fin d'école d'ingénieur, tu vois, genre vraiment à la fin où on nous avait expliqué que il valait mieux répéter. On nous avait appelé ça, c'était la singerie. Alors il y avait les gestes, mais il y avait aussi le reformuler. C'était pas répéter, c'était reformuler. Quand quelqu'un te dit quelque chose, pour être sûr que tu as compris ce qu'il te demande, tu reformules, c'est-à-dire tu répètes ce qu'il vient de te dire avec d'autres mots, et aussi de le pratiquer, toi, quand tu dis quelque chose à quelqu'un, de lui dire, OK, répète-moi ce que toi t'as compris. Si quelqu'un te dit j'ai compris, tu lui dis toujours, répète-moi et du coup, explique-moi ce que toi t'as compris. Pour qu'on soit sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu dans beaucoup d'entreprises et moi, j'essaye de vraiment travailler parce que pour moi, c'est là
où on peut tirer le meilleur des gens. C'est pas forcément en étant compris de suite, mais c'est en réussissant à que tout le monde ait compris. Et typiquement, moi, j'ai eu des enseignants, ben oui, moi je comprenais ce qu'ils disaient, j'écoutais, etc. Mais il y avait plein de gens qui comprenaient pas ce qu'ils disaient. Et pour moi, les meilleurs enseignants, c'est ceux où, quand on sort, en fait, tout le monde a compris à son degré d'écoute ce qui devait être dit dans le cours. Et ça, c'est un petit peu pareil. Et en fait, cette culture de l'information, on la retrouve dans le Lean, et on la retrouve dans toutes les entreprises. Et il y a énormément d'entreprises qui ont des problèmes qui sont uniquement des problèmes de communication, tout simple. C'est-à-dire, il y a une information qui est partie, mais qui a été atterri entre les mains potentiellement du mauvais interlocuteur, qui a transformé cette information en disant, c'est pas moi forcément d'avoir cette information, mais c'est à quelqu'un d'autre. Et cette transformation fait qu'en bout de chaîne, en fait, le message initial, il a pas du tout été compris, il a pas été bien passé, et au final, c'est un échec. Tu prêches un converti, c'est clair que souvent c'est des problèmes de communication, mais c'est intéressant si je reviens sur l'exemple très précis que tu as donné par rapport à ton tuteur et t'as dit au début, je lui ai amené un truc et moi j'étais hyper enthousiaste de ça et j'étais persuadé que lui aussi il allait être hyper enthousiaste de ça. Et en fait, tu utilises on va parler de mon mot préféré qui est l'empathie. J'imagine que tu connais l'empathie. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, c'est ça. C'est que, donc ta première erreur, si on revient là-dessus, c'est que t'as pas fait preuve d'empathie. Et du coup, bien sûr, alors on est d'accord avec ça. Ça génère des problèmes de communication énormes. Ça c'est un autre sujet. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que du coup tu t'étais pas mis à sa place et donc que lui, t'avais un mur en face de toi. Ça s'est passé comment? Oui, je l'ai vu très vite. Et ça, typiquement, aujourd'hui, ça fait partie des sujets de communication. Et pour moi, il y a vraiment un terrain de jeu énorme là en termes de recherche. C'est qu'aujourd'hui, typiquement, on fait énormément de télétravail dû au Covid, mais potentiellement, on va continuer ça. Et c'est très bien, hein, je trouve. Je remets pas en cause ça. Par contre, on va devoir réapprendre aussi à communiquer, réapprendre potentiellement à faire du lean à distance. Ce qui est pas du tout pratique parce que justement le lean ça se prête peu à ça se prête au terrain, ça se prête à de la vision, etc. Mais se faire des discussions de lean en visio, ça peut être tout à fait contre-productif. Et donc là, moi je l'ai vu très vite parce qu'on était en physique et que moi j'ai vu dans son regard en un quart de seconde que de un, lui il était pas emballé comme moi, que de deux, il sait pas comme moi l'intérêt d'utiliser un tel outil. Et de trois, que de toute façon, je suis pas sûr. Et là, on fait appel à de la motivation. Il faut que les gens soient motivés à se mettre dans une démarche comme ça. Sinon, c'est pas bon. Et là, en fait, le fait de ne pas avoir forcément compris l'utilité, de pas en ressentir le besoin, évidemment, la motivation, elle est très faible. Donc là, vous partez déjà avec un désavantage qui est certain. Et ça, en fait, je l'ai retrouvé dans énormément d'entreprises. C'est même plus un désavantage. Si jamais les gens ils comprennent pas, ils sont pas motivés, ils ont pas envie, laisse tomber. Ce qui est rigolo, c'est ça que j'aime bien, c'est que t'as pas dit c'est sa faute. Direct en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est toi qui amènes quelque chose. Si la personne en face de toi ne le comprend pas et n'est pas motivée, alors que toi t'es persuadé que c'est bénéfique pour elle, c'est que tu lui as mal expliqué. C'est que tu lui as mal présenté les choses. Et ça c'est un des principes que j'aime beaucoup dans le lean et dans les usines, c'est que en fait il faut quand quelque chose marche pas, il faut aussi se remettre en question soi-même. Dire ok, pourquoi ça a pas marché? Qu'est-ce qui fait du coup que ça a pas marché? Et comment est-ce que j'aurais pu faire que ça marche? Donc toi t'as vu ce regard là en un quart de seconde où tu t'es dit ok bon là ça va pas le faire, j'ai loupé quelque chose. Et du coup, t'as direct mis en place une autre stratégie, ou alors t'as quand même continué et ça s'est mal passé. Et c'est après du coup que t'as changé de stratégie. Ah non, j'ai de suite changé de stratégie. Et ce que j'ai proposé, c'était une réponse managériale à ce problème. C'était de dire, écoute, on va pas perdre des journées à faire de la formation, à gérer un outil qui ne servira potentiellement à rien puisqu'il sera mal utilisé.
Ok. Par contre, cet outil, moi, je suis persuadé qu'il est essentiel au bon déroulement du projet. Donc, si tu veux, on travaille en binôme, où moi, je vais potentiellement centraliser les informations dans cet outil et les informations, en fait, te les retranscrire dans un mode qui pour toi va te plaire beaucoup plus, que tu vas comprendre beaucoup plus facilement et qui sera beaucoup plus efficace. Et donc ça typiquement, c'est une réaction très lean. Aujourd'hui, on fait beaucoup, et chez CAF, on en fait énormément, de ce qu'on appelle des rituels. Donc le rituel, c'est quelque chose de très redondant et de très donc de quotidien, de très timé aussi. Donc ça dure entre une demi-heure et 45 minutes maximum, où on va venir centraliser toutes les informations. Et donc moi, la réponse que j'ai eue à mon directeur de thèse, c'est de dire, on met en place un rituel dans lequel moi, je te donne toutes les informations que j'ai centralisées autour de cet outil, mais je te les donne d'une façon qu'on va définir ensemble et qui sera compris par tous les deux. Et toi, à l'inverse, toutes les informations que tu as centralisées, qu'elles soient sur papier, etc., tu vas utiliser la même trame que moi j'utilise via mon logiciel. Alors nous, typiquement, on a fait un fichier Word où on se met les informations dans un tableau. Et comme ça, cette information, elle sera centralisée. Et après, moi, utiliser ces données-là, je les utiliserai dans un logiciel et je te ferai des retours par Word. Et c'est comme ça qu'on s'est mis d'accord sur la gestion, en fait. Ok, c'est pas l'homme qui s'adapte à l'outil, c'est l'outil qui va s'adapter à l'homme, quoi. C'est toujours ça. Ouais. Et toi, t'as pris le temps tu savais que tu avais besoin de cet outil. Genre, je fais un parallèle. J'ai besoin de cet ERP pour mon usine. Par contre, il est pas adapté peut-être pour les opérateurs et opératrices sur le terrain qui ne comprennent pas son utilité et qui n'en ont pas envie. Je sais qu'il va être bénéfique pour eux. Et donc, du coup, ma réponse à ça, c'est je vais trouver un entre-deux pour qui, en fait, c'est un peu comme une première marche d'un escalier, pour qu'ils commencent à en voir l'utilité sans qu'ils soient trop perturbés, et surtout dans le prisme de ce que eux ils vont comprendre, ou ils vont voir que c'est utile, en fait. Parce que j'imagine que ton directeur de thèse, il a dû être séduit par cette première étape qui était moins que ce que toi t'espérais, mais qui était déjà plus que ce que lui avait l'habitude. C'est ça. Et c'est exactement ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment se dire, l'homme, il est au cœur, hein. Et c'est pour ça que, typiquement, moi, je l'ai vécu chez CAF et je l'ai vécu aussi dans les entreprises précédentes et notamment dans l'entreprise familiale dans laquelle j'ai travaillé pendant longtemps. Typiquement, en fait, les problématiques, peu importe l'échelle de l'entreprise, on retrouve sensiblement les mêmes. Problèmes de communication, problèmes d'erreurs individuelles, problèmes de non-compréhension. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Ça, je te confirme, pour avoir visité plein d'usines, des usines énormes comme des usines où ils sont 10, il y a toujours les mêmes problèmes de communication. C'est pas une question de taille. Et là, je vais défendre ma paroisse. Hein. Je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment. Vas-y. Moi, je suis doctorant en économie et en gestion. Les sciences de gestion, c'est leur domaine de compétence. Le domaine de compétence des sciences de gestion, c'est de réfléchir justement à théoriser le management, la gestion des entreprises. Pourquoi ? Parce que cette gestion, elle a besoin d'être théorisée, parce qu'en fait, elle est sensible, il y a un dénominateur commun qui est propre à toutes les entreprises. Et vous prenez les problématiques typiquement d'entreprises qui ont 8000 personnes sur site tous les jours, et l'entreprise de mes parents qui ont 13 salariés, c'est les mêmes. C'est un problème de planning, c'est un problème de communication, c'est un mail qu'on ne comprend pas, un manque de compréhension. Alors, j'ai un exemple parfait, hein, c'est un mail anodin, totalement anodin. Envoyé, bonjour, avez-vous, par les RH, avez-vous travaillé le lendemain du pont de l'Ascension? Alors moi je dis oui, j'avais pas posé ce jour-là, donc je dis oui, pas de souci, pourquoi? Et en fait, la personne au RH, elle a eu peur que je me sois vexé, en fait, qu'on me demande ça, comme si j'avais fait une faute ou, donc elle m'a appelé de suite en me disant, mais non, mais Simon, il y a pas de souci. C'était pas pour te fliquer ou quoi. C'est juste qu'on a besoin de faire le récapitulatif de qui était là ou de qui était pas là. Et en fait, un simple mail, moi, je l'avais pas du tout interprété en lui disant, mais pourquoi vous me demandez ça? J'ai fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? J'avais juste demandé, mais à quoi va vous servir cette information? Et en fait, là, moi, c'était parfait parce que ça, c'est quelque chose d'anodin
qui peut créer de la tension inutile, parce que là, elle m'appelle parce qu'on se connaît, et qu'elle me dit, bah, Simon, pas de souci. Et moi, je lui dis, mais pas de souci, moi, j'avais rien dit. Mais vous prenez un exemple d'une boîte où ils sont 15 000 et où il se passe la même chose, sauf que les RH sont centralisés typiquement à Paris et l'entreprise, elle est à La Rochelle, par exemple. Bah, vous créez de la tension inutile pour un mail, en fait, qui a juste pas été compris, en fait. Et donc ça, on le retrouve. Il n'y a pas de contexte. Pas de contexte ou plein de choses. Donc, ou typiquement les réactions à chaud. Ouais, et puis dans ton mail, la RH, elle a fait la même erreur que toi avec ton logiciel finalement. Elle s'est pas mise à ta place en se disant, ok, je vais lui donner une information, je vais lui demander quelque chose. Comment est-ce que lui, il peut l'interpréter et est-ce qu'il aurait besoin de contexte pour traiter cette information? Parce que du coup, elle t'aurait donné un peu plus de contexte en expliquant avec une toute petite phrase. C'est très simple en disant, bonjour, nous avons besoin de mettre à jour le recensement sur les différentes personnes qui ont pris le pont ou non, tu vois, parce qu'on a pour X ou Y raison, bah, t'as tout le monde qui aurait, personne se serait soucié. Alors que ouais, du coup, comme on est, moi je trouve ça, j'arrête pas de dire que c'est rigolo, mais je trouve ça vraiment rigolo. Je suis sûr que elle était dans un gain d'efficacité, c'est-à-dire, je vais leur poser une question simple, rapide, je vais pas écrire un mail de 4 lignes pour ça, et du coup, elle a perdu énormément de temps parce qu'elle a dû t'appeler au téléphone. Donc en fait, son efficacité, elle a été tuée, quoi. Juste parce qu'elle n'a pas pris le temps d'y mettre du contexte. C'est ça. Et il y a énormément de sujets qui sont comme ça. Et moi, c'est ce que je trouve très intéressant et que j'essaye à ma petite échelle, voilà, de retranscrire et dans mes travaux de recherche sur le modèle économique et dans le projet complet. Parce que c'est primordial et en fait vraiment il faut se dire que l'homme il est au cœur et que les outils ils doivent lui servir. Et en fait cette bonne gestion du bon outil au bon endroit au bon moment, elle est essentielle. Sinon, on a tout un tas de problèmes qui en découlent. Je vois l'heure qui tourne là. Ça passe vite. Il faut que j'ai encore des questions à te poser là. J'ai une question à te poser. C'est quoi ton coup de gueule pour les usines? Pour les usines ou pour c'était vraiment un autre truc, mais ça serait quoi ton coup de gueule? C'est quoi qui t'énerve en ce moment? Putain, un message, tu vois, là, t'as la France entière qui t'écoute, à peu près. Vas-y, passe ton coup de gueule. J'ai un message. Alors moi typiquement, alors je vais vanter, je touche du bois, hein, mais j'ai énormément de chance où je suis parce que typiquement, moi, ce que je veux absolument et ce que je donne comme cours en management, c'est la force d'un manager. Elle est énorme parce qu'elle démultiplie en fait le bien-être des employés qu'il a sous sa responsabilité au travail. Et ce bien-être, il apporte une productivité qui est inégalable. Et en fait, moi, je prends cet exemple-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe dirigeante, mais vraiment qui est, en plus, je le dis vraiment en toute honnêteté, et j'ai pas un fusil sur la tempe à l'heure où je vous parle, hein, parce qu'en plus, je suis pas sûr que beaucoup de gens de ma direction écouteront ce podcast, mais en fait, ce changement radical dans la façon de manager les équipes, il a fait qu'on se sent bien, et ce sentiment-là fait de nous-mêmes, on a envie que tout se passe bien. Et on a vraiment envie de faire avancer le bateau le plus loin possible et le plus vite possible. Et donc ça, c'est essentiel. Et moi, ce que je dis, alors je dis beaucoup de choses quand j'enseigne, mais ce que j'essaie de leur dire, c'est de pas confondre deux choses. Alors déjà, pas confondre la compétence et la capacité. Il y a des gens qui sont compétents dans un domaine, et il y a des gens qui sont capacitaires dans un domaine. Et moi, la différence, je la fais en disant que la compétence, c'est quelque chose que je connais, c'est une expérience que j'ai déjà eue, c'est des études que j'ai fait. Arnaud, il me semble que tu es ingénieur, mais tu es compétent en ingénierie parce que tu as fait des études comme ça et que tu as fait d'autres choses. Et en fait, il y a des gens qui sont pas forcément ingénieurs, mais qui sont capacitaires. Parce que ils comprennent plus vite que les autres, parce qu'ils sont plus impliqués que les autres, et potentiellement, ils ont peut-être qu'un BTS électrotechnique, mais on peut leur assigner des tâches qui sont d'un niveau supérieur à leurs études, parce que
ils ont cette motivation-là, ils ont cette compréhension-là de l'entreprise. Et donc vraiment ne pas confondre la capacité avec la compétence. C'est un peu le coup de gueule que j'ai envie de faire. C'est que des fois, on va mettre des gens à des postes de responsabilité parce qu'ils ont une énorme compétence dans un domaine, mais qu'ils n'ont pas forcément la capacité d'assumer tout ce qui va avec, la proximité avec les gens, la notion d'empathie tout simplement. Il y a énormément de managers qui manquent d'empathie envers leur personnel, et ça, moi je trouve ça dramatique, parce que l'inverse, quand les planètes s'alignent et que les managers ont une relation qui est très bonne avec leur personnel, ça se passe tellement bien qu'on retrouve des gains de productivité qui sont très importants, on retrouve des gains financiers du coup qui sont accrus, et on retrouve cette motivation et ce bien-être qui est palpable. Et moi, j'ai la chance d'être toujours tombé sur des managers de ce type-là. Et en fait, moi, j'essaye, parce que je suis encore jeune, je viens à peine de faire 25 ans, je suis doctorant, j'ai beaucoup de choses à apprendre, et moi, j'essaie de prendre au maximum de ça et de comprendre. Et j'ai un exemple qui est génial, vraiment par rapport à ça. Dans une entreprise que je connais très bien, il y avait une ancienne direction qui avait été un petit peu difficile avec les employés, et résultat des courses, ça se passait pas très bien. Et on a eu des choix à faire, et notamment de demander à des gens de venir travailler le soir et à certains horaires de fermeture, donc en horaire décalé, pour réaliser une tâche spécifique. Et il y a une des personnes, ça fait 30 ans qu'elle était là, elle a toujours refusé de travailler en horaire décalé. Toujours. 30 ans, jamais accepté. Moi, je finis à 16h30, à 16h35, je suis chez moi. Et puis là, demande tout le monde, et le responsable dit, je dois donner les noms de qui est d'accord. Je pense que tu vas pas être d'accord, comme depuis 30 ans. Ah non, moi, je suis tout à fait d'accord. Ah bon, mais c'est fou, quoi. Ça fait 30 ans que tu dis non toujours. Ah oui, mais depuis qu'il y a la nouvelle direction, moi, tous les matins, le patron du site, il vient me dire bonjour, et il vient me demander comment je vais. Donc moi, je vais lui rendre cet effort. Ah, l'école blanche, l'école bleue. S'ils pouvaient se parler. Et ça pour moi, ça a été, franchement, j'en étais presque ému, parce que c'était incroyable de voir ça. Pour moi, c'était incroyable de voir ça. Donc il a dit, moi, il n'y a pas de souci. Moi, tous les matins, j'ai le respect du patron du site qui vient tous les matins, le nouveau patron, me dire bonjour, comment ça va? Donc moi, je vais faire des efforts. Et moi, j'ai trouvé ça génial, parce que je me suis dit, voilà ce que c'est le management par l'exemple. Voilà ce que c'est la gestion des hommes. C'est tout simplement de savoir qu'il n'y a pas de gestes entre guillemets anodins, mais que c'est justement ces gestes anodins qui apportent à d'autres choses, permettent d'obtenir des résultats hyper importants. C'est un bel exemple, c'est une histoire, c'est une belle histoire. On arrive à la fin, là il me reste 2 questions, et après je te libère à tes obligations. Avant dernière question, est-ce que tu aurais un livre, une vidéo, un podcast, un bouquin, peu importe, à nous recommander pour parler du Lean ou de la communication, vu qu'on est parlé plus de communication, même si ça fait partie prenante du Lean. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Alors, j'ai un site internet déjà qui peut être très intéressant pour les gens. C'est le site internet du Kaizen Institute. Donc moi, j'ai la chance d'avoir chez CAF un ancien responsable du Kaizen Institute. Donc et évidemment, sur ce site-là, vous trouvez toutes les ressources, beaucoup de choses, beaucoup d'articles. Et c'est vraiment très très intéressant. Après, je vais quand même être obligé de mettre un petit livre d'économie pour les gens qui veulent se découvrir en économie. Il y a un livre de vulgarisation, mais assez poussé quand même, puisque il a été écrit par Jean Tirole, prix Nobel d'économie, donc qui est un Toulousain en plus, qui dirige la Toulouse School of Economics. Donc Jean Tirole, prix Nobel en 2015, il a écrit un livre qui s'appelle Économie du bien commun. Et en fait, dans ce livre, vous avez l'essentiel des fondements de l'économie, mais expliqué vraiment d'une façon simple, mais si simple que ça vous paraît évident. Et donc moi, je trouve que c'est génial d'avoir réussi à expliquer des notions hyper difficiles, type théorie de l'information, asymétrie d'information, etc., où vous lisez 2 pages sur la symétrie d'information, vous avez l'impression déjà d'être un économiste hors pair,
alors que 2 secondes avant, vous ne saviez pas ce que c'était. Et donc moi, je trouvais ça génial et je le recommande vraiment ce livre. Ok, Jean Tirole, les théories de l'économie, c'est ça? Non, économie du bien commun. Pardon, oui, excuse-moi. Jean Tirole, l'économie du bien commun. Voilà. Mais qui écoute pas du tout. Très facile à trouver, hein. C'est un best-seller de l'économie. Hein. Okay. Génial, top. C'est top. Du coup, la dernière question, c'est les 3 dernières, c'est toujours la même, c'est le petit coup de gueule, le bouquin que tu recommandes. Et la dernière, c'est du coup, ça fait 50 minutes bientôt là que je te pose des questions, que j'arrête pas de t'en demander. Est-ce que tu aurais pas une ou plusieurs questions à me poser, à moi? J'aurais dû garder, j'avais une petite question, mais Vas-y, hein. Il y a pas de, moi j'ai rien à confidentiel. J'ai une bonne question. Donc, est-ce que tu fais une différence entre le lean d'une entreprise industrielle et le lean d'une entreprise de service? Ah, d'accord, ok. Est-ce que le lean dans une entreprise de service et dans une entreprise industrielle, c'est le même ou pas, en fait? Est-ce que pour toi, c'est le même? En fait, j'ai envie de dire, la philosophie, le principe, les erreurs vont être les mêmes, mais je pense que la pratique est un peu différente dans une entreprise de service que dans une entreprise d'usine. Et en même temps que je te dis ça, j'arrive pas trop à voir pourquoi. C'est rigolo. Ouais. Je m'étais jamais posé la question. En fait, plus je suis en train de te répondre et plus je suis en train de me rendre compte que, en fait, ça change pas grand chose, quoi. C'est ça. Pour moi, on est d'accord. C'est vrai que bizarrement, on a l'impression que c'est différent, tu vois, mais en fait, quand tu me l'as posé, je me suis dit direct, oui, c'est quand même un peu différent parce qu'une usine et une entreprise une SS2I, par exemple, qui fait du consulting, c'est pas la même chose. Et puis en fait, après, je me suis dit oui, mais non, au final, ça reste, on produit dans tous les cas. Et donc, du coup, le principe reste le même, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, moi, j'adore ta réponse parce que c'est exactement la même que j'ai eue. En fait, moi, quand on m'a posé cette question, j'ai répondu exactement la même chose. Parce que moi, je suis arrivé, j'ai dit, non, c'est différent. Mais en y réfléchissant, on se dit, en fait, la philosophie, c'est la même. C'est juste la manière dont on va communiquer, la manière dont on va apporter des éléments qui vont être différentes. Mais sinon, c'est exactement la même philosophie. On aura envie de faire la même chose pour les mêmes raisons, mais c'est juste qu'on va le faire différemment. Et ça, en économie, c'est un biais cognitif très important dont il faut se méfier. Et en économie, il y en a énormément. Et donc, c'est pour ça que je vous recommande des ouvrages d'économie type celui de Jean Tirole, parce que on vous explique très bien ça. Et si tu me permets, j'ai une petite dernière question à te poser. Mais vraiment, vas-y, tu peux en poser autant que tu veux. J'ai une question d'économie, là, pour le coup. Donc, imaginons, on est en Afrique, tous les deux, et on travaille pour une ONG africaine qui va défendre les éléphants et donc la torture des éléphants pour l'ivoire des éléphants. Ok. Donc on réussit à avoir des braconniers et on réussit à récupérer 2 tonnes d'ivoire. Donc ce qui est énorme. Je sens le truc venir. Vas-y. Donc d'après toi, nous en tant qu'ONG, est-ce qu'on a intérêt à revendre cet ivoire au marché noir pour se faire de l'argent et lutter à plus grande échelle contre les braconniers? Ou alors, est-ce qu'on a tout intérêt de détruire cet ivoire? Ok. Ah, c'est pas mal ça. Putain, je vais l'utiliser en soirée celle-là. Elle est cool cette question. Je dirais. Déjà, je dirais, il y a une chose que j'ai pas moi en perspective, c'est à quoi peut servir l'ivoire. Est-ce qu'il y a que un marché noir de l'ivoire ou est-ce qu'il y a un marché réglementé, légal, qui a une utilité et un bien commun? Là, on a vraiment que du marché noir. On est vraiment pour vendre en Europe ou à Dubaï de l'ivoire pour faire des statues en ivoire. Ok. La question c'est, on a 2 tonnes d'ivoire, donc potentiellement, si on vendait cet ivoire, on aurait énormément plus de moyens pour protéger les éléphants et les défendre. Mais on participerait du coup nous-mêmes à ce contre quoi on lutte. C'est ça. Et j'imagine que du coup, c'est pas un truc simple, c'est-à-dire que cet argent, il nous est vraiment utile parce qu'on manque de moyens, parce que c'est compliqué, etc.
Ça représente énormément d'argent qui permettrait de mettre énormément plus de personnes sur le projet. Mais du coup, au final, c'est un peu le chat et la souris qui se mordent la queue. Est-ce qu'il y a un... Non, il y a une réponse. J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas genre... T'as une réponse, toi? Il y a une vraie réponse qui existe, quoi. Ouais, j'aurais envie de dire que... Je sais pas, en fait, je suis partagé entre dire que on vend l'ivoire et comme ça, on peut vraiment avoir un impact plus grand et plus fort autour de nous. Parce qu'en fait, l'ivoire, là, tel quel, il a déjà été enlevé des éléphants. On peut pas le remettre sur les éléphants. Sauf si peut-être il y a un truc dont je suis pas au courant, une pratique chirurgicale que je connais pas. Mais à ma connaissance, un éléphant à qui on a coupé ses défenses, on pourra jamais lui remettre. Ouais, ok, c'est ça ma réponse du coup, c'est bon, c'est ça. Ouais, l'ivoire, il est là. Jamais on le remettra sur les éléphants. Jamais. Donc le mal a déjà été fait. Donc au contraire, vu que c'est nous qui avons en possession ça maintenant et que nous on veut faire du bien derrière, vu que le mal a déjà été fait, il vaut mieux qu'on revende cet ivoire pour justement pouvoir générer plus de bien derrière parce que le mal a déjà été fait. Ce serait ça ma réponse du coup. Bah, alors c'est une réponse qui est absolument intéressante, mais qui n'est pas une réponse qui est entre guillemets valable. C'est une réponse qui a fait appel au sentiment, en fait, à ton sentiment. Donc tu as un sentiment de justice quand tu donnes cette réponse, c'est-à-dire de dire c'est plus juste il est là, l'ivoire, autant l'utiliser. En fait, la vraie réponse économique, en bon économiste, c'est un biais, en fait, ça, c'est un biais cognitif qui est très important, c'est que de prime abord, tu te dis, non, il faut le détruire. C'est totalement injuste de vendre au marché noir. Et en fait, si, il faut le vendre au marché noir. Pourquoi? Parce que si tu le vends au marché noir, tu augmentes la quantité d'ivoire en circulation. Donc, si tu augmentes la masse d'ivoire en circulation, tu fais diminuer son prix. Et si tu diminues son prix, pour le braconnier. Tu diminues également sa demande, puisque on a une forte demande sur des produits qui sont chers. Il y a énormément de gens qui veulent des Ferrari, parce qu'il y a peu de Ferrari en circulation. Et si en plus tu veux une Ferrari qui date des années 60, là tu trouves carrément pas de Ferrari, et elle coûte 500 000 €, donc il y a énormément de demandes pour une licence d'une Ferrari. Donc ça, c'est un principe de rareté économique. Et donc par rapport et en plus tu le vends pas cher. Et en plus, tu le vends pas cher. Donc, tu vas réduire encore plus le prix. Par contre, donc en réduisant le prix, tu vas aussi réduire la demande en ivoire. Et si tu réduis la demande en ivoire, tu réduis la probabilité que des braconniers se battent pour avoir cet ivoire puisqu'il coûte de moins en moins cher. Voilà. Et en fait, ça, c'est une réponse économique. C'est une réponse économique qui est vraie parce qu'aujourd'hui, les ONG font ça. Et on le sait pas parce que, évidemment, si on l'explique pas, c'est terrible. On dit, attendez, les ONG, elles vendent, c'est comme si on disait, les saisies de drogue et les policiers les revendent. Non, aujourd'hui, on revend pas les saisies de drogue. Mais ce phénomène économique, il est présent et c'est exactement ce sujet-là. Et donc, moi, c'est vraiment, si je dois vraiment dire, pour clôturer, méfiez-vous de ce qui, de prime abord, peut sembler bon. Eh ben écoute, on va garder cette conclusion de podcast. Méfiez-vous de prime abord de ce qui peut vous paraître bon. C'est une très belle conclusion, surtout par rapport à tout ce qu'on a dit. Je te remercie beaucoup, Simon, pour ce moment. Je te libère. Je remercie tous ceux qui nous écoutent et je vous dis à la prochaine. Merci encore, Simon. Merci beaucoup, Arnaud. À très vite. Bonne journée tout le monde. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas. Il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declique.fr, declique.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declique.fr, declique.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.